La guerre contre l'Iran a mis à la lumière une fracture transatlantique que beaucoup préféraient jusqu'alors ignorer. Plusieurs alliés européens ont soit refusé le survol de leur espace aérien aux Américains ou refusé d'ouvrir leurs bases aux opérations militaires américaines. La question autrefois impensable, l'Europe pourrait-elle un jour expulser les troupes américaines de son sol, commence à être posée sérieusement. Pour comprendre l'ampleur du séisme, il faut d'abord mesurer ce qui est en jeu. Plus de 40 bases américaines s'étendent à travers le continent européen, du Groenland jusqu'à la frontière turco-russe. L'essentiel de ces installations est concentré en Allemagne, en Italie, en Pologne et au Royaume-Uni. Entre 80 000 et 90 000 soldats américains sont actuellement stationnés en Europe, avec les effectifs les plus importants en Allemagne, qui abrite également le quartier général de l'EUCOM, le commandement américain pour l'Europe. La présence américaine en Europe remonte à la Seconde Guerre mondiale et s'est maintenue tout au long de la guerre froide, initialement pour contenir l'Union soviétique. Après le 11 septembre 2001, ces bases ont servi de plaque tournante pour les guerres en Afghanistan et en Irak. La base de Ramstein, en Allemagne, est le quartier général des forces aériennes américaines en Europe et du commandement allié de l'air de l'OTAN. L'hôpital de Landstuhl, tout proche, est le plus grand hôpital militaire américain en dehors des États-Unis. Ramstein, c'est aussi le centre névralgique mondial des opérations de drones américaines, un rôle qui a fait l'objet de controverses juridiques persistantes en Allemagne. De nombreuses bases sont également interopérables avec l'OTAN, ce qui signifie que les troupes américaines y travaillent en coordination permanente avec les forces alliées. Ces installations ne se limitent pas à des garnisons, elles accueillent des systèmes de commandement, d'intelligence, de logistique et des arsenaux nucléaires. Les États-Unis maintiendraient environ une centaine de bombes à gravité B-61 en Europe, des armes nucléaires tactiques déployées en Belgique, en Italie, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Turquie dans le cadre du programme de partage nucléaire de l'OTAN. En termes de dépendance, certains pays sont structurellement plus exposés à une éventuelle réduction de cette présence. Avant 2022, l'Allemagne accueillait environ 35 000 militaires américains, le chiffre le plus élevé en Europe. L'Italie et le Royaume-Uni en hébergeaient respectivement 13 000 et 10 000, l'Espagne 3 500 et la Turquie 2 500. Ces chiffres ont été profondément bouleversés par l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022. Depuis lors, la présence américaine en Europe a crû d'environ un quart. L'Allemagne accueille désormais plus de 40 000 soldats américains. La Pologne en compte environ 10 000. La Roumanie a accueilli quelques 2500 soldats supplémentaires et les pays baltes environ 2000. Ce renforcement massif n'est pas anodin. Il a profondément modifié la géographie de la présence américaine en Europe, déplaçant le centre de gravité vers l'Est, vers le flanc le plus exposé à une éventuelle agression russe. En mars 2022, l'OTAN a établi 4 nouveaux groupements tactiques multinationaux en Bulgarie, en Hongrie, en Roumanie et en Slovaquie, portant à 8 le nombre total de ces unités de présence avancée du nord de la Baltique à la mer Noire. La Pologne en particulier est devenue un hub militaire américain de premier plan, accueillant le quartier général avancé du 5e corps d'armée américain. Cette évolution soulève une question stratégique cruciale en arrière-plan. Si les États-Unis venaient à retirer une partie significative de leurs troupes d'Europe occidentale, d'Allemagne, d'Italie ou d'Espagne, pour les redéployer ou les rapatrier, qui compenserait le vide? En février 2026, les Alliés ont convenu d'une nouvelle répartition du commandement militaire de l'Alliance, dans laquelle les Européens joueront un rôle de premier plan. Le Royaume-Uni prendra la tête du commandement de la force interarmée de Norfolk, l'Italie celle du commandement de Naples et l'Allemagne et la Pologne se partageront le commandement de Brunssum sur une base rotative. C'est un signal fort car les commandements de Norfolk et de Naples étaient jusqu'ici tous deux dirigés par des officiers américains. L'OTAN prépare donc, discrètement, sa propre transition vers une architecture moins dépendante de Washington. C'est dans ce contexte déjà tendu que la guerre contre l'Iran, déclenchée par les États-Unis et Israël le 28 février 2026 sans concertation préalable avec leurs alliés, a agi comme un révélateur. En quelques semaines, la question abstraite de la souveraineté des bases est devenue une réalité opérationnelle concrète. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a été le premier à réagir fermement, refusant aux États-Unis l'autorisation d'utiliser la base navale de Rota et la base aérienne de Morón pour attaquer l'Iran, au motif que leur usage devait rester conforme aux accords avec les Nations Unies.
Ces bases accueillent des forces américaines sous un régime de gestion conjointe, mais demeurent sous souveraineté espagnole. En conséquence, 15 appareils américains ont dû quitter les bases espagnoles du sud du pays. Fin mars, Madrid a étendu cette restriction à l'ensemble de son espace aérien, interdisant tous vols américains liés au conflit. La mesure s'applique également aux avions basés dans des pays tiers qui transiteraient par l'Espagne. Le cas de l'Italie est plus nuancé, mais révèle la même mécanique. Fin mars, des appareils militaires américains en route vers le Moyen-Orient ont inclus Sigonella dans leur plan de vol sans consultation préalable des autorités italiennes. Rome a déterminé que la mission impliquait des opérations cinétiques, autrement dit des frappes de combat, qui nécessitent une autorisation parlementaire selon les accords bilatéraux de 1954. Puisque la demande d'autorisation n'est pas parvenue aux autorités italiennes qu'après le décollage des appareils, il était trop tard. La première ministre Giorgia Meloni, pourtant considérée comme l'alliée la plus fidèle à Trump en Europe, a maintenu une ligne d'apaisement, insistant sur des relations solides avec Washington, tout en rappelant que l'Italie n'est pas en guerre et ne veut pas entrer en guerre. La France, à elle compte, a restreint l'accès de certains vols militaires américains acheminant du matériel vers Israël, ce qui lui a valu une attaque directe de Trump sur Truth Social. La Pologne a, quant à elle, décliné une demande informelle américaine de redéployer ses batteries patriotes vers le Golfe, son ministre de la Défense précisant que ces systèmes sont destinés à protéger le flanc oriental de l'OTAN et que rien n'allait changer en la matière. Rubio remet en cause l'alliance. La réaction la plus fracassante est cependant venue de Washington. Le secrétaire d'État Marco Rubio, interrogé sur Fox News, a lâché la formule, qui a fait le tour des chancelleries européennes. Si l'OTAN signifie que nous ne pouvons plus utiliser ces bases pour défendre les intérêts américains, alors l'OTAN est une voie à sens unique. Pourquoi sommes-nous dans l'OTAN? Il faut poser la question. Ces déclarations ont une portée particulière venant d'un homme qui se présentait jusqu'à récemment comme l'un des plus ardents défenseurs de l'Alliance Atlantique au sein du Parti républicain. Elles font écho à des rapports selon lesquels l'administration Trump envisage de punir certains alliés, en déplaçant du personnel vers des pays jugés plus coopératifs, voire de fermer une base dans au moins un pays européen, possiblement l'Espagne ou l'Allemagne, la Roumanie, la Lituanie et la Grèce étant cités comme bénéficiaires potentiels. Ce n'est pas la première fois que Trump joue cette carte. À la fin de son premier mandat, un plan de retrait de 12 000 soldats d'Allemagne avait été élaboré, présenté comme une punition pour le niveau insuffisant des dépenses de défense allemandes, avant d'être annulé par Joe Biden dès son arrivée à la Maison-Blanche. C'est dans ce contexte que la question des bases est devenue, pour la première fois, un vrai sujet de débat politique ouvert en Europe. Tino Schrypala, coprésident du parti d'extrême droite AfD, a utilisé un rassemblement en Saxe pour appeler au retrait des quelques 37 000 soldats américains stationnés en Allemagne. Selon ce dernier, cela permettrait à l'Allemagne d'améliorer ses relations avec l'Iran et d'assurer ses approvisionnements énergétiques à travers le détroit d'Ormuz. La Turquie, l'allié impossible. Au cœur de ce tableau déjà complexe se trouve un pays qui défie toutes les catégories, la Turquie. Membre de l'OTAN depuis 1952, deuxième armée de l'Alliance en nombre de soldats, elle abrite l'une des installations militaires les plus stratégiques au monde, la base d'Incirlik. Et pourtant son comportement depuis le début du conflit contre l'Iran est tout sauf un allié classique. La base d'Incirlik est officiellement sous commandement turc et opère comme une base aéronavale conjointe turco-américaine. Les forces américaines y opèrent dans le cadre de l'OTAN et d'accords bilatéraux. Mais Incirlik, c'est aussi, selon les estimations, entre 20 et 50 armes nucléaires tactiques américaines stockées sur le sol turc dans le cadre du partage nucléaire de l'OTAN, ce qui en fait une installation d'une sensibilité extrême. Lorsque la guerre a éclaté, Ankara a annoncé immédiatement qu'elle n'autoriserait pas l'utilisation de son espace aérien pour les opérations contre l'Iran. La Turquie s'est abstenue de toute condamnation sérieuse du comportement iranien depuis le début du conflit, et le président Erdogan a même exprimé sa tristesse à l'annonce de la mort du guide suprême iranien. Un positionnement qui illustre à la perfection la ligne de crête sur laquelle maintient Ankara depuis des années. Membre de l'OTAN, mais entretenant des relations de rivalité coopérative avec Téhéran. Cette position délicate a failli se transformer en crise ouverte. Entre le 4 et le 31 mars 2026, 4 missiles iraniens ont été interceptés par les défenses de l'OTAN au-dessus du territoire turc et avec des débris tombant dans la province de Hatay et à proximité de la base d'Incirlik. L'Iran a nié avoir tiré sur la Turquie.
Les analystes militaires, eux, débattent toujours de la cible réelle. La logique stratégique pointe vers Incirlik ou vers la station radar de Kureçik, deux installations américaines majeures à portée des missiles iraniens. Toutefois, reconnaître officiellement Incirlik comme cible aurait obligé Washington et Ankara à adopter une posture politique que ni l'un ni l'autre ne souhaitaient. L'importance stratégique de la Turquie pour la défense antimissile européenne est en réalité irremplaçable à court terme. Sans la station radar de Kureçik, la défense antimissile balistique européenne contre les missiles iraniens ne commencerait qu'en Roumanie, ce qui représente un désavantage d'alerte précoce et d'interception considérable. Ankara le sait et en joue. La Turquie revendique aujourd'hui un rôle accru dans l'architecture de défense européenne, se présentant comme un acteur incontournable à l'heure où Washington remet en question ses engagements. La question du Groenland. Il y a une question qui a changé particulièrement la dynamique dans la relation entre l'Europe et les États-Unis. Depuis son retour à la Maison-Blanche en 2025, Donald Trump a admis publiquement la possibilité du recours à la force militaire pour annexer le Groenland. Territoire autonome du Danemark, membre fondateur de l'OTAN depuis 1949. L'île, au carrefour des routes arctiques, est désormais stratégique car elle disposerait de réserves importantes de minéraux critiques. La première ministre danoise, Mette Frederiksen, a été la première à nommer ce qui se passait réellement. Si les États-Unis choisissent d'attaquer militairement un autre pays de l'OTAN, alors tout s'arrête, c'est-à-dire l'OTAN lui-même, et donc la sécurité garantie depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le 6 janvier 2026, 7 dirigeants européens, parmi lesquels Emancre, Merz, Giorgia Meloni, Starmer, Donald Tusk et Mette Frederiksen, ont signé une déclaration commune affirmant sans ambiguïté que le Groenland appartient à son peuple. C'est au Danemark et au Groenland et à eux seuls de décider des questions qui les concernent. Cette signature, un front, une unité de façade qui tranche avec les divisions habituelles du continent. Dans les jours qui ont suivi, plusieurs pays européens ont renforcé leur présence militaire dans l'Arctique, aux côtés du Danemark, notamment dans le cadre de l'exercice danois Arctic Endurance, destiné à signaler que la sécurité du Groenland relevait d'abord des Européens et de l'OTAN. Quelques semaines plus tard, lors du Forum économique mondial de World Economic Forum autour du 20 janvier 2026, Donald Trump finit par reculer, affirmant qu'il n'utiliserait ni la force militaire ni des tarifs douaniers pour s'emparer du Groenland. Mais le mal est déjà fait. Pour la première fois depuis la fin de la guerre froide, la première puissance mondiale avait publiquement remis en question l'inviolabilité des frontières d'un allié. Le sujet du Groenland, tout comme la démonstration de l'impuissance américaine en Iran, transforme les mentalités et comprime les délais. La question n'est plus de savoir si l'Europe doit réduire sa vulnérabilité, mais à quelle vitesse elle peut le faire sans se fracturer intérieurement. L'absence d'escalade militaire américaine n'est pas un réconfort, c'est un avertissement. Et c'est précisément dans ce contexte que le mot de réarmement est passé en quelques mois du registre tabou au registre d'urgence. L'Europe, qu'on le veuille ou non, a commencé à penser à sa défense autrement. Partie 7. La souveraineté, un mot qui a changé de camp. Il y a des mots qui font date. Le 20 janvier 2026, à Davos, Emmanuel Macron en a utilisé un devant les dirigeants réunis du monde entier qui n'avaient jamais résonné de cette façon dans la bouche d'un chef d'État. La loi du plus fort conduirait à une vassalisation, a-t-il déclaré, dénonçant une concurrence américaine visant à affaiblir et subordonner l'Europe. Vassalisation. Le mot tout aussi jusqu'ici réservé au discours des souverainistes et des extrêmes vient de franchir les portes du Forum économique mondial dans la bouche du président de la République française. Plusieurs dirigeants européens ont durant ce même forum appelé à construire une souveraineté économique et une autonomie stratégique européenne, décrivant l'Europe comme un espace loyal, prévisible, où les règles du jeu sont simplement l'état de droit. La pique adressée à Washington était transparente. Ursula von der Leyen a qualifié l'indépendance européenne de nécessité, affirmant que les chocs géopolitiques peuvent et doivent servir d'opportunité pour l'Europe. Elle a admis que parler d'indépendance européenne suscitait encore récemment scepticisme et réserve. Désormais, a-t-elle dit, l'échelle impensable des changements a créé un vrai consensus en sa faveur. L'Europe doit accélérer sa quête d'indépendance, de la sécurité à l'économie, de la défense à la démocratie. Pendant des années, le concept d'autonomie stratégique était débattu comme un objectif lointain, voire perçu comme un cheval de Troie de l'agenda géopolitique français. L'épisode du Groenland a transformé les mentalités. Les termes vassaux, dépendance, protectorat
impensables dans le discours officiel européen il y a 10 ans, circulent aujourd'hui dans les capitales sans que personne ne sourcille. Lentement mais sûrement, des cercles académiques vers les discours de gouvernement. Macron, Starmer, Sanchez, aux profils et aux traditions politiques radicalement différents, convergent sur un même point: l'Europe ne peut plus se permettre de déléguer sa sécurité à une puissance qui la traite, selon les moments, en partenaire ou un marché à conquérir. Partie 8. Pourquoi une expulsion reste peu vraisemblable à court terme? Pour autant, les observateurs s'accordent à dire qu'une expulsion formelle des troupes américaines reste peu vraisemblable dans l'immédiat. Certains experts soulignent que retirer les troupes américaines fragiliserait également la crédibilité de l'article 5 de l'OTAN qui engage les membres à se défendre mutuellement en cas d'attaque. Le retrait du parapluie nucléaire américain laisserait un vide considérable dans l'arsenal nucléaire collectif européen que la Russie pourrait aisément exploiter. Sur le plan pratique, la base de Ramstein est la plus importante installation militaire américaine en dehors des États-Unis. Tout effort visant à déplacer des opérations comparables ailleurs nécessiterait d'investissements massifs en infrastructures pour reproduire ces capacités. De même, les zones d'entraînement de Grafenwöhr et Hohenfels en Bavière, qualifiées de joyaux dans la couronne de la présence terrestre américaine en Europe, seraient extrêmement difficiles à remplacer. La loi de programmation militaire américaine 2026, signée décembre dernier, constitue par ailleurs un verrou légal. Elle interdit formellement de ramener les effectifs américains en Europe en dessous de 76 000 hommes pendant plus de 45 jours consécutifs, une disposition votée précisément pour encadrer les velléités trumpiennes. Mais à plus long terme, le scénario n'est plus tabou. Plusieurs facteurs rendent l'hypothèse crédible sur le moyen terme. L'administration Trump elle-même n'y est pas opposée par principe. Ensuite, si la présence américaine devient un risque sécuritaire pour les pays hôtes, comme elle l'est devenue pour plusieurs alliés depuis le début de la guerre, les gouvernements européens auront des raisons supplémentaires de la remettre en question. Troisièmement, le réarmement accéléré de l'Europe, dont le processus de réattribution du commandement de l'OTAN est un signal concret, réduira mécaniquement le besoin d'une présence américaine massive. Quatrièmement, la pression électorale en faveur des positions anti-américaines crée une dynamique difficile à arrêter une fois enclenchée. Il y a enfin un argument plus fondamental, difficile à formuler mais réel: une fois qu'on cesse de considérer la présence de bases militaires étrangères sur son sol comme une évidence historique et qu'on commence vraiment à en débattre, on réalise que c'est une situation pour le moins particulière à défendre démocratiquement. Ce débat, longtemps impensable, est désormais ouvert, et les questions ouvertes dans l'espace public ont la fâcheuse tendance à trouver des réponses.